Bonjour à tous, on continue notre cours sur les fonctions dérivées et leurs applications. La dernière fois, on avait vu comment faire une étude de fonctions du second degré. Donc, vous vous souvenez, on trouvait l'expression de la dérivée, ensuite on trouvait pour quelle valeur cette dérivée s'annulait, ensuite on décidait, vu que c'est une fonction affine la dérivée, est-ce qu'elle elle est d'abord négative puis positive ou l'inverse, ce qui nous permettait de faire le tableau de signes. Et avec le tableau de signes, en fait, on déduisait le tableau de variation et on complétait les images avec le calcul, où la calculatrice pouvait nous les donner directement. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus complète que vous puissiez faire sur une fonction pour l'instant. Et maintenant, on va voir dans des situations concrètes à quoi ça peut servir ce genre de choses. Et vous allez voir, on n'est pas obligé de toujours faire toute l'étude pour réussir à récupérer des informations intéressantes. Alors, cinquième partie, recherche de maximum et de minimum. Comme je viens de vous dire, vous savez maintenant étudier une fonction, on vous donne l'expression d'une fonction, un intervalle, et hop, vous êtes capable de sortir son tableau de variation. Voyons ensemble l'application pratique de ce genre de choses, récupérer le maximum ou le minimum d'une fonction. On va pour cela prendre un exemple, dans la vraie vie. La glycémie, c'est le niveau de sucre dans le sang. Il augmente après un repas, puis chute à nouveau quand le corps se régule. Avec l'insuline, tout ça, vous savez. On va modéliser ce comportement avec une fonction de second degré. Modéliser, ça veut dire on va faire comme si le niveau de sucre il suivait une fonction. Il la suit pas probablement à la lettre, mais quand on modélise quelque chose, on choisit une fonction et on espère que le modèle il est pas trop mauvais. Normalement, on a de bonnes raisons de le choisir. Donc là, le modèle que je vais choisir pour cet exemple, c'est on va dire que la glycémie en fonction du temps, c'est cette fonction-là. Donc sur l'intervalle 0, 1,8, elle est définie par moins 2,5x au carré, moins 4,75x plus 1,05. Alors, dans cette expression, x, c'est le temps après le repas, en heures, et f de x, c'est le niveau de glycémie en grammes par litre. Donc qui dépend de x, qui dépend du temps après le repas. Ça va évoluer, c'est normal. Allons-y, on va tracer l'évolution de la glycémie après un repas. On imagine qu'on l'a pris à midi. Oups. Voilà. Voilà la glycémie en fonction du temps. Vous voyez que, effectivement, à partir de 0 heure jusqu'à une demi-heure, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça commence à ralentir. Et quasiment pile à une heure, mais pas exactement, ça arrête de monter et ça redescend. La glycémie redescend. Voilà, donc ça, c'est ce qui correspond à cette fonction-là. C'est très bien, mais on peut se poser deux questions là-dessus. Les deux questions, ce sont, première question, à quelle heure la glycémie atteint-elle son maximum? Parce que vous voyez qu'elle atteint bien un maximum la glycémie. Mais à quelle heure, à quel temps est-ce que ça correspond le maximum? Ça c'est la première question. Et quand elle atteint ce maximum, à quel niveau est-elle montée? La première question, elle se base sur cet axe-là, à quelle heure le maximum arrive. Et la deuxième question, elle se base sur cet axe-là, c'est à quelle glycémie maximale on arrive. Donc on va répondre d'abord graphiquement, en lisant directement sur le graphique. Alors, la question 1. Hop, allez, carrément. Peut-être pas tout. Alors, question 1. On lit le graphique. On remet le graphique là. Et on sait que ce qui nous intéresse pour la question 1, c'est à quelle heure la glycémie atteint-elle son maximum. Visiblement, le maximum, il est ici, là. Donc, effectivement, on cherche l'heure qui correspond. Donc, on vient chercher sur cet axe-là. Donc, par détermination graphique, on trouve que la fonction f atteint son maximum pour x égale, alors c'est combien ici? Là vous avez 0,5, là vous avez 1. On zoome un petit peu, hop. Si 0,5 est là et 1 est là, vu qu'il y a 5 sous-divisions, ça fait 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. On est à mi-chemin entre 0,9 et 1. Donc, moi je dirais 0,95. Donc la glycémie atteint son maximum 0,95 heures après le repas. C'est ça, hein, ça c'est des heures cet axe-là. Et on a trouvé que la glycémie elle était au max à 0,95 heures après le repas. Alors 0,95 heures c'est pas très pratique, donc on va convertir ça en minutes. On fait 0,95
fois 60 minutes égale, hop, et hop, donc ça fait 0,95 fois 60, ça fait 57 minutes. Ok. La glycémie a donc atteint son maximum à environ. Alors on a dit que le repas il avait été pris à midi, et on voit que la glycémie elle atteint son maximum à 57 minutes après. Donc la glycémie atteint son maximum à midi 57. Voilà, ça c'est une détermination graphique. On passe sur la deuxième question. La deuxième question c'est, oui d'accord, la glycémie elle était au max à midi 57, mais elle était à combien quand elle était au max? Donc on reprend le graphique et cette fois, eh ben, on s'intéresse plus à l'axe du temps, on s'intéresse à l'axe de la glycémie ici. Le maximum c'est bien ici et on regarde. Qu'est-ce qu'on lit? Si là c'est 3 et là c'est 3,5, ben, ça fait 3,1, 3,2, 3,3. Par détermination graphique, on trouve que le maximum de la fonction f est environ 3,3. La glycémie atteint donc une valeur maximale de 3,3 grammes par litre. Ok. Donc, je peux même mettre ça en gras, tellement c'est la réponse pour l'instant. Voilà, on a déterminé graphiquement la réponse à ces deux questions-là. Mais on peut faire mieux que ça. On peut déterminer ça par le calcul. Imaginez, vous ne disposez pas de la courbe. Ou alors, vous avez une courbe, mais elle est toute nulle, vous ne pouvez rien lire dessus. Alors on peut répondre quand même aux questions et on peut même le faire de manière plus précise. Pour ça, il faut comprendre le lien entre deux choses. Il faut comprendre le lien entre le fait que à certains moments la dérivée s'annule et change de signe, et la fonction atteint un maximum ou un minimum. Il faut comprendre le lien entre ces deux choses-là, je vais expliquer. Donc on se rappelle que la fonction dérivée représente la pente de la fonction. Ça veut dire qu'une dérivée positive veut dire que la courbe de la fonction monte. Vous voyez que dans cette zone-là, la courbe est en train de monter, la pente elle est positive ici. Si vous venez tracer les tangentes dans cette zone-là, leurs coefficients directeurs seront positifs. Et une dérivée négative, ça veut dire que la courbe de la fonction descend. Là, la pente est négative. Si vous veniez tracer des tangentes à cet endroit-là, leur coefficient directeur serait négatif. Et donc, quand la dérivée passe du positif au négatif, la fonction atteint son plus haut point. Parce qu'elle arrête de monter, elle commence à descendre, donc forcément on est au plus haut. Donc le fait que la dérivée change de signe, c'est associé à cette histoire de maximum. Là c'est un maximum parce que la fonction est dans ce sens-là. Mais si la fonction avait été dans l'autre sens, elle aurait d'abord descendu puis monté, et donc ça aurait correspondu à son minimum. Mais bon, reprenons la question 1. À quelle heure la glycémie atteint-elle son maximum? Cela revient en fait à trouver le x pour lequel f de x atteint son maximum. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce point-là. Quel est le x qui fait que la fonction f, elle atteint son max? On a dit 0,95 visiblement, mais bon, on va voir comment on fait pour le trouver. Donc, on a dit que un x pour lequel f de x atteint le max, ça correspond à la valeur pour laquelle la fonction dérivée change de signe. Vous voyez, dérivée positive, dérivée négative, elle change de signe à cet endroit-là, c'est ce x qui nous intéresse. Et donc, si f' de x, quand elle passe du positif au négatif, qu'est-ce qu'elle vaut forcément à ce moment-là, pour ce x? Si on était positif avant et qu'on devient négatif, on vaut forcément 0 à ce moment-là, à cet endroit-là. On passe par 0, on est obligé. Donc, en fait, pour répondre à cette question 1, on cherche la valeur de x telle que f' de x est égal à 0. Ça, c'est un truc qu'on a déjà fait dans les études de fonctions, vous vous souvenez? En fait, là, on est en train d'expliquer ce que ça veut dire en vrai. Une dérivée qui s'annule, ça veut dire que la fonction elle atteint un maximum ou un minimum. Et si elle change de signe, bien sûr. Donc à retenir, pour savoir à quel x une fonction atteint son maximum, ou son minimum bien sûr, on cherche pour quelle valeur la dérivée s'annule. Donc allons-y. Question 1. À quelle heure la glycémie atteint-elle son maximum?
Bah, on a dit, si on veut savoir à quelle heure la glycémie atteint son maximum, il va falloir qu'on détermine pour quelle valeur la dérivée s'annule. À quel moment est-ce que la dérivée change de signe et du coup s'annule. Et si on veut faire ça, il va falloir d'abord qu'on dérive. Donc on va devoir dériver la fonction. On a f de x égale hop, moins 2,5x carré plus 4,75x plus 1,05. Quand vous allez dériver ça, le 2, tac, il tombe devant, donc ça fait moins 2 fois 2,5, le moins il reste devant, donc ça va faire un moins 5x, ce qui va juste rester 1. Alors on le fait, donc le 2 il reste, il s'en va, il laisse un 1, et il y a un 2 qui tombe devant, donc ça fait ça. Moins 2 fois 2,5 ça fait moins 5, et x puissance 1 c'est juste x. Ensuite 4,75x, et bien le x ça devient 1, parce que c'est comme la dérivée x tout court devient 1, donc 4,75 fois 1, ça fait juste 4,75, et le 1,05, il s'en va, puisqu'il n'intervient pas. Voilà, ça c'est la fonction dérivée, donc je reconstitue juste la fonction propre. Voilà. Donc, après dérivation, on obtient, bah, j'aurais pu le faire là, ça aurait été plus simple. Hop, je reprends cette expression, et on a dit que ça faisait moins 5x plus 4,75. Voilà, ça c'est la fonction dérivée, f'. Et on cherche la valeur pour laquelle elle s'annule, elle. Donc on va pouvoir faire une jolie petite résolution d'équation. Donc on reprend ça. Hop là. Tac, égale 0. Hop, j'anime ça un petit peu. Donc moins 5x, on fait moins 4,75 à gauche, moins 4,75 à droite, parce qu'on fait moins 4,75 pour enlever lui. Donc ça disparaît. Et il nous reste 0 moins 4,75, c'est-à-dire juste moins 4,75. Ok. Hop. Ensuite, on reprend ça. Ça fait, on va diviser à gauche à droite par moins 5. Qu'est-ce qui lui arrive lui? On divise à gauche à droite par moins 5. Ah, il y a des petits problèmes. Voilà. Moins 5. Moins 5x divisé par moins 5, bah, ça fait juste x. Et moins 4,75 divisé par moins 5, allons-y. Moins 4,75 divisé par, entre parenthèses, moins 5. 0,95. Ah, eh ben on était quasiment bon tout à l'heure. On était même exactement bon en fait. Donc, on a trouvé que la fonction dérivée s'annule et change de signe à x égale 0,95. Donc, la glycémie atteint son niveau maximal 0,95 heures après le repas. Cela correspond à, allons, on refait notre petit calcul rigolo tout à l'heure, 0,95 fois 60 égale 57 minutes. Donc la glycémie maximale A, qu'est-ce qu'il arrive midi 57. Voilà, on a répondu à la première question sans toucher au graphique. En fait, quand on a fait ces graphiquement, on avait regardé où la fonction atteignait son maximum, et c'est-à-dire où la fonction arrêtait de monter et commençait à descendre. Et ben c'est exactement ça qu'on vient de faire en résolvant l'équation. Pour quel x est-ce que la dérivée arrête de monter, la dérivée arrête d'être positive et devient négative, donc à quel x est-ce qu'elle s'annule? Et on vient de trouver la même chose, c'est normal. Maintenant la question 2, quand elle atteint ce maximum, à quel niveau est-elle montée? Bah, maintenant on sait que la fonction elle atteint son maximum pour x égale 0,95. Donc pour savoir ce que c'est que ce maximum, il suffit de calculer l'image de 0,95. Donc allons-y, pour ça je vais aller chercher ça. Donc l'image de 0,95 c'est
ça, et on remplace x par 0,95. Et j'ai pas besoin de parenthèse en fait, parce que c'est un nombre positif. Hop. Voilà. Et on calcule ça. Donc, on fait moins 2,5 fois 0,95 au carré, plus 4,75 fois 0,95 plus 1,05, et ça nous fait 3,3625. Donc, le taux de glycémie le plus haut atteint est 3,30625. Voilà, j'ai beaucoup de vide ici. On voit que pour les deux questions, on retrouve les valeurs que l'on a déterminées graphiquement et on obtient même une valeur exacte pour la question 2. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait retrouvé pour la question 2 graphiquement? On avait trouvé 3,3. On l'avait lu directement. Et là, on a trouvé 3,30625. C'est très précis parce que c'est la valeur exacte. Ce qu'on n'aurait pas pu obtenir graphiquement. Donc voilà, c'est l'avantage. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire en fait? En fait, c'est une étude partielle de fonction. On aurait pu aller chercher, on aurait pu faire une étude de la fonction, genre cette fonction-là, on aurait pu l'étudier, on aurait pu sortir son tableau, et en fait, ça serait tombé tout de suite la réponse, parce que le tableau, c'est un mauvais exemple celui-là, voilà, le tableau il ressemblait à ça, avec une dérivée qui est d'abord positive, puis négative, une valeur d'annulation, qui est 0,95 qu'on a trouvé, et on aurait fait ça, et on aurait lu directement 0,95 ici, et 3,3625 là, et voilà, c'est bon, ça aurait marché, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin là. C'est ce que je dis ici, on aurait pu faire une étude complète, sortir le tableau de variation, lire directement les réponses dans le tableau, mais c'est plus de travail que nécessaire, il n'y a pas besoin. Les deux questions qu'on vous pose, c'est à quelle heure et à quel niveau. Et pour ça, là, on fait exactement ce qu'on a besoin pour répondre à ça. C'est juste quand est-ce que la dérivée change de signe, et on calcule juste l'image de ce nombre-là. Point. Alors, on avance un petit peu. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. S'il y a des moments où vous trouvez que je vais trop vite, faites pause, vous revenez en arrière. C'est fait pour ça les vidéos. Hein. C'est pas fait pour tout bouffer d'un coup. Allez-y doucement. Donc on fait une petite pause avant de reprendre ce genre de petit raisonnement. Instant culture générale mathématique, les fonctions du second degré. Donc, je vous en ai déjà parlé vite fait, mais là je vais les définir proprement. Ce sont des fonctions du type f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b et c qui sont des nombres quelconques. Si vous mettez quoi que ce soit à la place de a, b et c, il faut juste que a ne soit pas égal à 0, et vous avez une fonction du second degré. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les fonctions du second degré? Et bien en fait, leurs courbes représentatives, ce sont toujours des courbes qu'on appelle des paraboles. Les paraboles, ça ressemble à ça. Par exemple, quand le nombre devant x carré est positif, les paraboles sont des vallées. Vous voyez les fonctions que j'ai pris là. Là, vous voyez le nombre devant x carré, c'est 1. Et la fonction, elle ressemble à ça. Donc c'est une vallée. Vous voyez, il y a un creux. Là, le nombre devant x carré, c'est 2, c'est positif. Pareil, vallée. Idem, positif, vallée. Par contre, si le nombre devant le x carré est négatif, les paraboles sont des montagnes. Ah, j'aurais dû les faire en rouge, tant pis. Donc, moins 1, moins 3, moins 0,4, et vous voyez, ça fait des montagnes comme ça. Dès que si vous avez une fonction qui a ce genre de tête, quelque chose fois x carré plus autre chose fois x plus autre chose, ça aura forcément soit cette tête-là, soit cette tête-là. Ça va soit être une vallée, soit une montagne, mais vous n'avez pas le choix. Et vous remarquez que toutes les fonctions du second degré ont soit un minimum quand elles sont des vallées, le minimum c'est là, le minimum c'est ici, et le minimum c'est ici, soit des maximums, ici, ici et ici. Donc c'est ce que je dis ici. Voilà.
Ça, c'était juste pour qu'on l'ait dit une fois ensemble. On passe à un nouvel exemple. Un saut à l'élastique. Imaginons une personne qui saute à l'élastique. On va modéliser la hauteur à laquelle elle est en fonction du temps avec une fonction du second degré. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le temps. À 0 secondes, bah, elle est toujours à l'altitude auquel elle était à la base. À 0,5 secondes, elle vient de sauter, elle est un petit peu plus bas. À 1 seconde, elle est encore plus bas. Et à 1,5 secondes, elle s'arrête de descendre parce que l'élastique est tendu. Et à 2 secondes, bah, elle remonte un petit peu vu que l'élastique la rappelle. Donc c'est ce qu'on va modéliser avec cette fonction-là. 50x au carré moins 140x plus 160. Avec x le temps après le saut, en secondes, et f de x la hauteur après x secondes. Et voilà à quoi ressemble le graphique. Donc visiblement, la personne, elle saute à 160 mètres, et donc son altitude descend avec le temps, et là, son altitude arrête de descendre et elle remonte. C'est un saut élastique. Alors au passage, dans un vrai saut élastique, ça ne ressemblerait pas à ça, la courbe. Ce serait un petit peu comme ça. Hop. Et puis ce serait plus plat ici. Enfin, ça ressemblerait pas exactement à ça, mais c'est parce que c'est plus simple pour vous expliquer. Donc imaginez un monde où le saut élastique est parabolique. Point. Donc on se pose les mêmes questions. À quel moment le sauteur atteint-il son altitude minimale? À partir de combien de temps après avoir sauté, le sauteur il va atteindre sa plus basse altitude? Et quelle est cette altitude minimale? C'est quoi son altitude la plus basse? Donc idem, on pourrait faire ça graphiquement. À partir de combien de temps est-ce que le sauteur atteint son altitude minimale? Bah, c'est ici, ça fait visiblement 1,4 secondes. Ok, et son altitude c'est... tac, ici... Là c'est 60, et entre 60 et 70 il y a 5 sous-divisions, ça a l'air d'être 62 mètres. Donc on va voir ce que ça donne au niveau résolution numérique. Commençons par dériver la fonction. Alors, on reprend la fonction là. Donc f' de x. Si on remet l'expression de la fonction là, donc le 2, il tombe devant, c'est 2 fois 50x, et le 2, bah, il se transforme en 1, mais en fait ça disparaît. 2 fois 50, ça fait 100. Hop, pas 1000, 100. Moins 140x, donc le x il devient un 1, et donc ça devient moins 140, et le 160, et bah, il disparaît. Alors juste, voilà, tac. Ok, donc ça c'est la dérivée, et on va faire comme avant. La dérivée, elle va s'annuler au moment où la fonction elle va arrêter de descendre, parce que là la dérivée est négative, 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 négative. Hop, la dérivée s'annule. Si vous faites une tangente ici, la tangente elle aura cette tête là, elle viendra coller la courbe à cet endroit là, et c'est quoi le coefficient directeur de cette tangente? C'est 0, parce que c'est une tangente horizontale. Donc ça veut dire qu'on cherche l'endroit pour lequel la dérivée est égale à 0, ici. Allons-y. 100x moins 140 égale 0. Hop. Tac. Donc, on fait plus 140 à gauche et plus 140 à droite. Donc ça, là, ça s'annule. Et donc 0 plus 140, bah, ça fait juste 140. Hop. Ensuite, on reprend ça. 100x égale 140, donc on divise par 100 à gauche et à droite. Hop. 100x divisé par 100, ça fait juste 100. Et 140 divisé par 100, ça se fait de tête, puisque divisé par 100, ça veut juste dire prendre la virgule et la déplacer de 2 crans vers la gauche. Ça fait donc 1,40. Voilà. Donc le sauteur atteint son altitude minimale, juste 1,4 en fait, atteint son altitude minimale, et 1,4 secondes après avoir sauté. Ah bah, c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Donc là, ça confirme bien notre lecture graphique. Le sauteur, après 1,4 secondes de saut, il aura atteint son altitude minimale. C'est un saut élastique un peu rapide, mais bon, c'est un exercice.
Question 2. Le question 2, on se rappelle, c'est quoi son altitude minimale? Bah, pour calculer ça, il suffit de prendre le 1,4 et d'aller calculer son image directement avec l'expression qui est là. Donc je reprends ça. Donc on veut calculer l'image de 1,4. On reprend l'expression et on remplace x par 1,4. Donc fois 1,4 au carré. 140 fois 1,4 plus 160. Et ça nous fait combien ça? Hop, 50 fois 1,4 au carré moins 140 fois 1,4 plus 160 fait 62. Eh bien, on était vraiment très bon tout à l'heure. Le saut fait descendre le sauteur jusqu'à 62 mètres. C'est ça l'altitude minimale. Et après, il remonte. Vous voyez que là, on a obtenu des valeurs qui s'accordent bien avec une rapide détermination graphique, ce qu'on avait fait au début. Donc là, on a obtenu, sans du tout se baser sur la courbe, on a obtenu les valeurs qu'on nous demandait. Donc il faut retenir quelque chose qui est très important, c'est que souvent, on va vous donner des situations comme ça, on vous explique, ah bah il y a un gars qui saute à l'élastique, on modélise, ça vous allez beaucoup l'entendre dans les sujets, on modélise sa chute avec cette fonction-là, et après on va vous demander des questions concrètes, qui n'ont pas l'air d'être des questions de maths a priori, mais parce qu'il faut que vous fassiez le lien entre la question et la fonction. À quel moment? On a dit que x c'était du temps, donc à quel moment ça veut dire pour quel x? Le sauteur atteint-il son altitude minimale? Bah, l'altitude minimale, c'est l'altitude du sauteur, c'est la fonction f. Donc pour quel x la fonction f atteint-elle son minimum? Et maintenant, et au moment où vous faites cette phrase-là dans votre tête, c'est le déclic. Ah, quand je cherche des minimums, il faut que je dérive et que j'aille chercher pour quand est-ce que cette dérivée s'annule. C'est le genre de réflexe que j'aimerais que vous ayez. Parce que ça vous sauvera au bac en fait. C'est toujours des questions, enfin souvent des questions de ce type-là. Oui, j'avais fait la petite remarque bis là. Hop, réorganisation express, très bien. Allez, dernier exemple. Maxime a façonné la plus belle boule de neige de sa vie, elle est parfaitement lisse et aérodynamique, quel talent. Il la jette en l'air pour qu'elle aille le plus loin possible. Alors, vous voyez venir hein, avec la forme de la trajectoire. La théorie de la gravitation nous dit que cette boule de neige suivra une trajectoire parabolique, donc ce sera une fonction du second degré. En fait, tous les projectiles que vous lancez, s'ils sont suffisamment lourds pour ne pas être trop freinés par l'air, ils vont toujours faire une parabole dans l'air. Toujours. Alors, je vous ai préparé quelques petits trucs. Ah, j'avais oublié de vous montrer le saut à l'élastique. Bon, je vous le montre quand même, c'est un de mes youtubeurs préférés qui avait sauté à l'élastique. Donc c'est pour vous expliquer. Vous voyez que son altitude baisse et elle arrête de baisser et elle remonte. Donc c'est bien ce qu'on avait représenté avec la courbe. J'aimerais bien le faire un jour quand même. Voilà. On revient donc à cette trajectoire. Là, je vous ai dit, tous les objets que vous lancerez feront des paraboles quand vous allez les projeter. Voilà le genre de trajectoire que n'importe quel objet que vous lancez aura dans l'air. Bien sûr, si c'est une feuille de papier, ça n'aura pas cette trajectoire-là. Mais par contre, si c'est une boule de pétanque, ça aura ça. Ça fera ça dans l'air. Et ça, c'est Isaac Newton qui nous l'a amené au XVIIe siècle. Avant lui, on ne pensait pas que les objets ils faisaient des paraboles comme ça. Avant, on pensait que les objets... On pensait que les objets faisaient des trajectoires comme ça, rectilignes, et tac, à un moment donné, ça devenait un arc de cercle, et à la fin de l'arc de cercle, ça tombait droit, quoi. Alors ça, déjà ça, c'était un grand pas en avant, parce que ça date du XVIe siècle, donc 1500 et quelques, et ça a été fait par un monsieur Niccolo Tartaglia. Donc c'était un... Je sais, là, je suis en train de partir un peu en tangente, mais c'est intéressant aussi. Donc, et puis j'adore ce sujet.
Donc Tartaglia, c'est un des précurseurs de la balistique. La balistique, c'est la science des projectiles. Et c'est lui qui a commencé à mettre des maths dedans. C'est lui qui a imaginé à faire droite, cercle, droite. Avant, les ingénieurs qui s'occupaient des canons du catapulte, ils faisaient ça au doigt mouillé, quoi. Ils faisaient quelques tirs pour ajuster, et voilà. Mais lui, il a vraiment commencé à réfléchir à comment ça marche, comment on peut le faire mieux. Et donc c'est pour ça que c'est un grand monsieur quand même, qui a pas eu une vie facile d'ailleurs, parce que Tartaglia, c'est pas son vrai nom, c'est un surnom, qui veut dire le bégayeur, parce que quand il était petit, quand il avait 11 ans, il s'est pris une épée en travers de la mâchoire par un soldat français, Cocorico d'ailleurs, un soldat français qui lui a transpercé la mâchoire avec son épée, qu'il a laissé pour mort, et en fait qu'il a survécu, mais avec un défaut de prononciation à cause de ça, ce qui est quand même une des conséquences les plus légères, un coup d'épée dans la gorge. Et ça lui est resté, Tartaglia. Voilà, on est parti très loin, mais c'est une anecdote que je trouve super intéressante et je voulais vous la faire partager. On revient. Donc, on va modéliser la trajectoire de la boule de neige de Maxime avec cette fonction-là. Moins 0,15x au carré plus 1,85x plus 1,37. Avec x, la distance à Maxime, donc x, hop là. X, ça va être la distance quand on a horizontale, là, quand la boule de neige avance, là. X, c'est la distance de sa position au sol par rapport à Maxime. Et f de x, c'est la hauteur de la boule. Donc en gros, ça c'est l'axe des x, et ça c'est les f de x. Et ça c'est la trajectoire de la boule de neige. On va se poser exactement la même question qu'avant. À quelle distance de Maxime, avec un M majuscule c'est mieux, la boule atteint-elle son altitude maximale? Et quelle est cette altitude maximale? On peut le faire graphiquement déjà de base. Ça a l'air d'atteindre le maximum à 6 mètres, et ce maximum ça a l'air d'être 7 mètres. Mais pas exactement, donc on va probablement trouver autre chose avec le calcul. Question 1. Commençons par dériver la fonction, parce que vous vous souvenez, on vous demande un maximum, réflexe, on dérive. Donc on reprend l'expression qui est là, hop. Hop, on zoome un petit peu. Alors le 2, il tombe devant, ça va faire moins 2 fois 0,15, ça fait moins 0,3, et x puissance 1, ça fait juste x. 1,85 fois x, le x se transforme en 1, ça fait 1,85 fois 1, donc ça fait juste 1,85. Et le 1,37, il vire, parce que c'est une constante qui disparaît pendant la dérivation. Et maintenant, on cherche pour quelle valeur de x, là, cette dérivée s'annule. Parce que ça nous donnera pour quel x est-ce que la dérivée, elle arrête d'être positive là, et elle devient négative. Donc allons-y. Hop, égale 0. Alors on reprend ça. On fait moins 1,85 à gauche et moins 1,85 à droite. Donc plus 1,85 moins 1,85 ça disparaît. Et 0 moins 1,85 ça fait moins 1,85. Alors, maintenant on reprend ça. Moins 0,3x, on va diviser par moins 0,3 pour pouvoir... Ah, c'est un petit bug énervant. Et on divise par 0,3 aussi à droite. Donc moins 0,3x divisé par moins 0,3, ça fait juste x. Oups. Ça fait juste x, disais-je. Et ça fait donc x égale moins 85 égale, divisé par moins 0,3. C'est égal à quoi ça? Hop. Moins 85 divisé par, entre parenthèses, moins 0,3. Au passage, si vous le voyez tout de suite que donc 1,85 divisé par moins 0,3, c'est exactement la même chose que 1,85 divisé par 0,3, tant mieux. Mais si vous ne comprenez pas, n'essayez pas de faire des modifications au vol comme ça. Gardez les valeurs que vous avez. Mais c'est juste que s'il y a, dans une division, c'est comme les multiplications. S'il y a 2 moins, ça fait plus.
Donc ça fait combien ça? Ça fait 6,166666. Donc on va être obligé, donc on fait 1,666 avec 3 petits points. Et on va sortir le symbole à peu près égal pour dire qu'on va mettre, vu qu'on est, c'est des mètres, on va arrondir à deux chiffres pour avoir des centimètres. Donc ça fait 6,17 mètres. Hop, juste. La boule atteint donc son altitude maximale après avoir parcouru 6,17 mètres, entre parenthèses, au sol, quoi. Parce que c'est pas 6,17 mètres dans l'air, là, c'est la distance à maximum. Voilà pour la question 1. Question 2. Question 2, c'est pareil qu'avant. Hein. Question 2, c'est à quelle altitude est-ce que, quand on est à 6,17 mètres, donc ici et là, tac, à quelle altitude on est? Eh ben, allons-y. 6,17. Et on reprend l'expression et on va remplacer x par 6,17. Hop. Donc fois 6,17 au carré, plus 1,85 fois 6,17, ça, et ça c'est égal à, hop là, moins 0,15, on se calme avec le Hans, moins 0,15 fois, hop là, je suis fatigué, hein, 6,17 au carré, plus 1,85 fois 6, ah, au passage, je vois que j'ai fait accent circonflexe au carré. Il y a la touche carré, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez l'utiliser, elle marche très bien. Donc, plus 1,85 fois 6,17 plus 1,37. Alors, attendez. Ouais, voilà, j'ai oublié, j'ai fait 1,3 au lieu de faire 1,37. Donc 1,37. Voilà. 7,07 41 67. 07 41 65. Alors, la boule atteint donc jusqu'à environ, parce qu'on va pas se trimballer 6 décimales pour quelque chose qui est en mètres. On va arrondir à deux chiffres après la virgule, ça fait 7,07 mètres d'altitude. Donc Maxime, il arrive à lancer une boule de neige qui va monter jusqu'à 7,07 mètres, altitude qu'elle atteindra à 6,17 mètres de lui. Voilà. Donc, le but de ce cours-là, c'était de faire le lien entre toutes ces histoires de trouver l'annulation de la dérivée, de comprendre ce changement de signe de la dérivée, de faire le lien entre ça et cette idée de maximum et de minimum. Parce que souvent, dans les questions des sujets, c'est rattaché à des vraies situations, comme ça, et on vous pose des questions qui ne sont pas des questions mathématiques à premier abord. Il faut les traduire en maths. À quel moment le sauteur atteint-il son altitude minimale? Traduction en maths. Pour quel x est-ce que la dérivée de la fonction f s'annule? Parce que minimum ou maximum, c'est toujours attaché à l'idée de la dérivée qui s'annule. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. Et je vous dis à bientôt.